Commençons par le commencement. L'Antre de la folie est un film du réalisateur américain John Carpenter sorti en 1995. T'as 995, on arrive dans ce putain de bise. À la source, on va chercher des putains de i. Carpenter, né en 1948, s'est rapidement taillé une réputation de maître de l'horreur à travers une vingtaine de longs métrages réalisés principalement entre la fin des années 70 et la fin des années 80, à l'époque de ce que l'on qualifie aujourd'hui de Nouvelle Hollywood, époque où ont éclos d'autres éminents réalisateurs tels que Martin Scorsese, Fred Coppola, George Lucas ou le moins connu de tous, Steven Spielberg. My name is Steve Spielberg and I just directed a movie called Jaws. Ce surnom de maître de l'horreur est loin d'être usurpé puisque l'angoisse est un thème récurrent dans la filmographie de Carpenter. Que ce soit dans Halloween en 1978 qui établit les bases du slasher movies aux côtés de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper en 1974 ou le trop souvent oublié Black Christmas de Bob Clark en 1974 également. Ou que ce soit dans Fog, racontant l'histoire d'une ville en prise avec des marins fantômes, ou encore dans Christine, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation du roman homonyme de Stephen King, lui-même surnommé maître de l'horreur en littérature. Je travaille sur une biographie de Benjamin Franklin, un homme fascinant. Il a découvert l'électricité et s'en est servi pour torturer de petits animaux et même sa belle-mère. Quant à la clé qu'il avait attachée à un cerf-volant, elle a ouvert les portes de l'enfer. Ainsi, la présence du mal est omniprésente dans l'œuvre de Carpenter. Ce mal peut prendre diverses formes et est représenté aussi bien sous les traits de vampires, du diable, des extraterrestres, d'une voiture, d'un serial killer, etc. Et bien entendu, dans l'Antre de la folie, il sera aussi question de ce mal ubiquitaire. Une autre particularité du cinéma de John Carpenter, c'est de s'éloigner des stéréotypes en vigueur à Hollywood. Ainsi, on n'est jamais totalement dans le cliché d'une lutte manichéenne entre le mal et le bien. Le bien est souvent teinté d'ambiguïté. Ses héros sont généralement pessimistes. Ils ne luttent pas au nom de valeurs transcendantes. Ils sont cyniques et sans illusion. Ils survivent plus qu'ils n'affrontent héroïquement un mal à l'état pur. Le personnage présenté dans l'Antre de la folie reprend d'une certaine manière ce pessimisme, fuyant le mal plutôt que d'y faire face, croyant à sa logique cartésienne selon laquelle la raison est la connaissance universelle, et refusant systématiquement, voire même traitant avec mépris tout ce qui touche à l'irréel, à l'imagination. I just like being scared. Cane's work scares me. What's to be scared about? It's not like it's real or anything. L'Antre de la folie raconte l'histoire de John Trent, un enquêteur freelance qui est embauché pour retrouver l'écrivain à succès Sutter Kane qui a mystérieusement disparu. Ses recherches vont le mener à Hobbs End, ville qui est en fait un lieu fictif que Sutter Kane a imaginé et a écrit pour son avant-dernier roman. Dans la logique des films de Carpenter, le personnage principal sera confronté à un mal suprême, prenant non seulement la forme de l'écrivain, mais également de ses écrits eux-mêmes, des personnages qu'il a inventés et plus encore. Ainsi, le rôle de l'écriture est primordial, que ce soit au niveau des influences du film ou des éléments qu'il contient. Do you read Sutter Kane? L'univers du film a été influencé de manière évidente par deux grands écrivains de littérature fantastique. Il s'agit de Stephen King et de Howard Philip Lovecraft. Le nom de l'écrivain Sutter Kane fait penser grâce à sa consonance à celui de Stephen King. Ils ont en commun ce statut d'auteur de best-sellers horrifiques qui déchaînent les foules. Il est d'ailleurs dit dans le film, avec une ironie certaine, que l'on peut faire une croix sur Stephen King car Sutter Kane est plus vendu. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. De plus, l'intrigue du film se rapproche en quelques points du livre La part des ténèbres, publié en 1989 et qui connaît d'ailleurs une adaptation en 92 par le réalisateur George A. Romero. Ce livre raconte l'histoire de l'écrivain Tad Beaumont qui, ne connaissant pas de succès, se met à écrire des textes sordides sous le pseudonyme de George Stark. Il va alors connaître la consécration. Tad, d'une certaine manière jaloux de ne pas être reconnu comme un bon écrivain alors que son alter ego fictif si, décide de le tuer et est organisé de fausses funérailles. Cependant, il s'avère que l'univers, et particulièrement les meurtres qui ont été écrits par George Stark, vont devenir réels et vont se retourner contre Tad et son entourage. On peut rapprocher ça à l'Antre de la folie, dans la mesure où la disparition de Sutter Kane sera l'élément déclencheur qui va conduire à la création de Hobbs End et de ses habitants. You are what I wrote. Like this town.
It wasn't here before I wrote it. Mais l'influence majeure de l'Antre de la Folie est à chercher du côté de Lovecraft. Le film se veut en effet un brillant hommage à la bibliographie de cet auteur. Ça se traduit d'une part au niveau du scénario qui reprend la trame principale de l'œuvre de Lovecraft avec ce passage progressif de la réalité à un univers cauchemardesque empreint de folie où sommeillent d'anciennes créatures tentaculaires prêtes à déferler sur le monde. D'autre part, le constat de cette influence est visible sur le style du film en lui-même. En effet, Carpenter, à la manière de Lovecraft, ne désire pas montrer des scènes choquantes pour nous effrayer. Il préfère plutôt créer une atmosphère oppressante dans laquelle le mal est présent, mais où il est principalement suggéré. Carpenter utilise donc la célèbre marque de fabrique de Lovecraft, sous-entendant le mal de la même manière que Lovecraft décrit ces créatures d'indicibles, d'innommables, préférant laisser l'imagination du lecteur les définir concrètement. Ces deux grandes influences montrent l'adoration de Carpenter pour la littérature fantastique. Et le film nous donne par ailleurs l'impression d'être un retour aux sources de cette littérature considérée bien souvent comme un sous-genre. Non mais genre quoi? Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Le début de l'Antre de la Folie montre assez clairement l'importance du livre et plus globalement de l'écrit dans ce film. En effet, dès le générique composé de 31 plans montés de manière cut, on se retrouve au cœur d'une imprimerie. Dans celle-ci est édité un livre qui, comme nous l'apprend les gros plans dessus, est Top's End de l'écrivain Sutter Kane. On y apprend aussi la sortie prochaine de son futur livre, intitulé L'Antre de la Folie. En quelques secondes, le ton est donné. On sait parfaitement que le film sera centré sur ce bouquin. Une idée confirmée avec le rapprochement évident du titre du film et celui de l'ouvrage. On va constater que ce livre va assurer divers rôles dans le film, diverses fonctions plus ou moins importantes. La première, montrée dans le film à travers la télévision, est son importance en tant que livre lui-même, en tant que best-seller tellement vendu que les librairies en rupture de stock sont en proie à des émeutes. This was the scene today outside several city bookstores. Police believe the riots began because the stores could not meet the demand for advance orders of Sutter Kane's latest novel, In the Mouth of Madness. Le livre est donc un objet de fascination de la part de certains individus. Le journaliste qualifie d'ailleurs Sutter Kane de prophète de la littérature populaire. Mais il est également un produit marketing. Cet aspect du livre en tant que produit est renforcé par la forte présence de la publicité. Il s'agit principalement d'affiches reprenant la couverture des livres de Sutter Kane que l'on retrouve dans les librairies, dans sa maison d'édition, mais aussi dans la rue, collées sur les murs. Il y a même des produits dérivés tels que des t-shirts, des casquettes ou des mugs. Le film raconte donc l'histoire de John Trent qui est chargé de retrouver l'écrivain Sutter Kane. Pour comprendre le personnage sur lequel il enquête, il va acheter tous ses romans et se mettre à les lire. C'est là que l'on se rend compte qu'il s'agit bien plus d'un simple livre, d'un simple produit de consommation. En effet, à la lecture des ouvrages, John Trent s'avoue être embarqué dans l'histoire, sans s'en rendre compte. Si bien qu'il sursaute quand le téléphone sonne, ou bien à des cauchemars qui auront une étrange similitude avec la réalité. À cause du livre, le trouble s'installe déjà et va s'avérer être le prélude à toutes les ambiguïtés qui vont peupler le film. En plus de ça, les livres, ou plus précisément leur couverture, permettront à John Trent de trouver la localisation de Hobbs End. Now I know why Kane had the artwork done himself. You see this? It's a map. The red dot is Hobbs End. It's not on any real map, but look at this. The two line up. Le livre sera donc intégré dans la narration, donnant au personnage un précieux indice. Il y a également une certaine idée de la fatalité qui s'exprime ici. En effet, on peut penser que Sutter Kane a écrit ses précédents bouquins dans l'unique but de créer cette carte qui conduit notre héros à Hobbs End. I know what I am. And nobody pulls my strings. Une fois dans cette ville, le livre obtient un rôle farfelu, celui de guide touristique, comme le dit cyniquement John Trent. You'll be reading this thing like it's a guidebook. Originally, there was an old stone church built on this site in 1788, but the black church swallowed up the old sanctuary the way it has swallowed our minds.
À Hobbs End, le livre va acquérir une dimension maléfique indéniable. En effet, on retrouve l'écrivain Sutter Kane, mais on apprend surtout l'origine de son imagination. Il s'agit de créatures qui ont pris possession de Sutter Kane et lui dictent ce qu'il écrit. Ils se servent de l'écrivain comme médiateur pour accomplir leur sinistre dessein. For years, I thought I was making all this up. But they were telling me what to write. Ces créatures innommables que l'on peut d'ailleurs, en comparant avec l'œuvre de Lovecraft rapprochée à Cthulhu et Nyarlathotep, sont tapis derrière une porte. Pour l'ouvrir, il faut que Sutter Kane se déchire le visage, créant un trou dans ce qui s'avère être un livre, le livre que vit le héros. Trent stood at the edge of the rip, stared into the illimitable gulf of the unknown, the Stygian world yawning blackly beyond. Ce mal imprègne le manuscrit de l'antre de la folie à tel point que les lecteurs, ceux qui ont vu, se retrouvent pris de folie, ont du sang qui coule hors de leurs orbites, des pupilles étrangement déformées, etc. Ce manuscrit contient tous les personnages et les lieux présents dans le film. Il s'avère être également indestructible, qu'il soit abandonné ou bien brûlé, il revient toujours. Sutter Kane le dit lui-même, « J'écris, donc vous êtes ». Et ainsi, les personnages ne peuvent pas se défaire de l'histoire et doivent faire ce qui est écrit, à l'image de cet homme qui se suicide dans le bar en disant qu'il le faut. C'est dans le livre. I have to. He wrote me this way. La conduite des personnages est également celle du héros et donc dictée par le livre, et celui-ci ne peut pas s'en défaire et doit supporter tout ce que l'écrivain lui fait subir. De quoi rendre fou. I'm not insane. You hear me? I'm not insane! Et c'est justement le sujet d'une prochaine analyse qui sortira exceptionnellement la semaine prochaine. Et croyez-moi, ça va être plutôt sympathique. Alors soyez au rendez-vous, et d'ici là, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, et tout le bordel habituel. Vite!